Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 40 de Kingdom. Comme d'habitude, on démarre de suite avec la présentation de la jaquette qui est juste magnifique. On a pas mal de monde, hein. On a tous les acteurs principaux de cette fameuse de l'art tout simplement, hein. On a du Shin, on a du Karyoten, on a du Ryofui, on a du la Reine Mère, on a même les montagnards en fond. Donc la jaquette est juste sublime, hein. Quatrième de couverture, on a qui? On a le terrible, le chanteur, le terrible, le traître pour certains. Shueken, le chef des armées. Donc elle est magnifique. En termes de bonus, comme d'habitude, en premier plan, on a une petite présentation des différents acteurs de l'art. Avec un petit bonus en plus, une page en couleur. On a qui? On a Heisei qui regarde vers l'horizon, qui est plutôt sympa. Bon là il est assez classique, hein. Bon c'est pas la meilleure des images pour moi, mais elle reste quand même sympa, hein. Et derrière on a tout simplement un petit mot de l'auteur. On n'a pas de bande dessinée spécifique et quoi que ce soit. On a juste un petit mot de l'auteur qui nous remercie tout simplement d'acheter et de lire son œuvre Kingdom. Maintenant on part de suite pour la partie review qui s'annonce explosive. Au niveau des événements, qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 40? Il s'est passé pas mal de choses, hein, principalement 4 points où je vais revenir avec vous, hein, mais le grand ensemble de ce tome 40, c'est bien évidemment la fin de la guerre géopolitique entre deux mastodontes, hein, d'un côté Ryofui et de l'autre Heisei. Ça y est, cette guerre géopolitique est enfin terminée. J'ai envie de dire ça comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé, hein? Le premier événement, c'est bien évidemment Shueken. J'ai envie d'intituler Shueken le cachotier. Car oui, au début du manga, on avait toujours la guerre entre les insurgés, hein, de l'état de Ai qui avait pris tout simplement l'état de Kin, hein. Ils étaient même quasiment aux portes de la capitale de l'état de Shin. Et là, t'as Shueken, hein, comme vous le savez dans le tome précédent, qui a changé de camp et qui est parti avec, tout simplement avec le camp de Heisei, qui là décide de prendre son cheval et d'aller lui-même sur la guerre pour en terminer avec cette insurrection. Et là tu te dis que Shueken lui-même seul, il pourra jamais y arriver, c'est pas possible. Déjà qu'on apprend, il a une armée spécifique à lui et c'est pas des petits rigolos, donc ça c'est un premier point. Et on apprend quoi aussi? On apprend également que Shueken, hein, le fameux chef des armées, le stratège qui est toujours assis au niveau du palais à donner ses directives, on apprend qu'il est aussi fort que Mobu, hein. Je vous rappelle, c'est qui Mobu? C'est un grand général, hein. Et là, tu vois très clairement qu'ils te disent clairement que Shueken est aussi fort, voire même plus fort que le général Mobu. Et là, tu te dis aïe aïe aïe. Déjà qu'il avait l'intelligence et toute la partie stratégie, si en plus de ça, il a la puissance du général Mobu, il faut mieux pas l'avoir comme ennemi, hein. Et là, c'est un très beau coup. Ce que a réalisé Heisei, hein. Bon, même s'il est pour rien, c'est plus lui qui a changé de camp tout seul. Mais en tout cas, le fait de se rallier à la cause de Heisei, pour le moment, on ne sait pas ce qu'il va devenir par la suite, mais pour le moment, il s'est rallié à sa cause. C'est un très bon coup, hein. D'autant plus qu'il va arriver sur le lieu de la guerre où c'était un peu la cacophonie, où l'état de Chine allait tout simplement perdre. Il arrive, il met en place une stratégie et bim, il réussit tout simplement à battre l'armée de l'insurgé grâce à sa venue. Donc là c'est un très gros coup de poker de notre ami Shueken, le petit cachotier. Encore une fois, on ne savait pas qu'il était aussi fort, aussi à l'aise sur le terrain. Et puis là il nous démontre toute sa puissance. Le deuxième point, j'ai envie de l'intituler Ruai, la classe. Oui, Ruai, vous savez tous qui c'est, hein, c'est tout simplement le mari de la reine mère et qui est le prostitué. Encore une fois, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est dans le manga qu'il appelle le prostitué. Donc c'est le fameux prostitué et le mari de la reine mère. Il s'est fait capturer puisque la guerre est finie. Il y a des vainqueurs
et des vaincus. Et lui, il est dans le clan des vaincus et il s'est fait capturer. Et devinez quoi, hein, pourquoi j'intitule ce petit passage le roi, la classe? Tout simplement parce qu'il décide de tout prendre à son compte pour tout simplement sauver la vie de sa femme et de ses enfants. Donc il s'accuse de tout et il porte le chapeau, il accepte de porter le chapeau seul. Le gars, quand même, il avait rien demandé, hein. Il a été placé là juste pour assouvir au départ les pulsions de la reine mère. Là, il a été transformé en prostituée et en plus après il devient père et après il devient roi de l'état d'Ai. Et là, il porte le chapeau en disant ok, c'est moi, tuez-moi, mais laissez vivre ma femme et mes enfants. Donc là, quand même, Roi, il s'en sort avec beaucoup de classe, hein. Il a eu une ascension fulgurante et assez rapide. Malheureusement, il était mal entouré par ses ministres un peu cupides même. Mais là, c'est une très belle classe et très belle chose qu'il décide de faire, hein. Il décide de se sacrifier pour laisser sa femme, hein, la reine mère et ses enfants vivre. Donc là, je tenais quand même à faire un petit point et à faire on va dire entre guillemets un hommage au fameux roi et au fameux prostitué de la reine mère. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler La Reine Mère enfin repentie. Point d'interrogation. Car oui, durant cet acte assez de bravoure de Roi, t'as quand même la Reine Mère qui arrive et qui vient à la rescousse de son fameux mari et qui dit non, il n'a pas tout fait tout seul, j'en suis également ici. Donc t'as quand même la Reine Mère qui d'un côté n'abandonne pas Roi et qui est prête également à se sacrifier pour sauver ses enfants, hein. Elle implore tout simplement la pitié de Heisei, qui est devenu maintenant le nouveau roi, le nouveau leader de l'état de Chine, de tuer à la fois son mari et elle-même, mais par contre en laissant la vie à ses enfants. Et là, tu as Heisei qui dit « Je ne peux pas, je suis roi, je dois éradiquer le mal, même à la racine ». Sachez là, tu as la reine mère qui commence à péter un câble, qui lui crache tout simplement son venin au visage, qui lui dit ouais, Heisei, t'es un mauvais roi, t'es prête à sacrifier même ta mère et tes demi-frères et sœurs. Parce que oui, il faut pas l'oublier, les enfants de la reine mère, ça reste quand même les demi-frères et sœurs de Heisei. Donc il est prêt à sacrifier ses frères et sœurs aux yeux de tous. Et ça, c'est un moment assez chaud, hein, pour Heisei, hein. D'autant plus que tu as la reine mère qui lui crache tout son venin. Et lui, Heisei, le pauvre, j'avais beaucoup de peine parce qu'il n'a jamais connu ça, Heisei, hein. Il a eu une mère qui l'a traité comme un moins que rien. Et là, de voir sa propre mère vouloir se sacrifier pour ses enfants qui sont ses demi-frères, ça l'a mis un coup quand même au cœur, hein, je pense, hein, parce que lui, il n'a jamais connu ça et ses frères et sœurs ont connu ça. Donc je pense que ça a quand même mis un coup au cœur. D'autant plus que Heisei a très bien réagi, hein. Il reste calme, posé, il ne s'énerve pas et il affirme haut et fort que toute cette famille sera décapitée. Femme, mari et enfant, même si c'est sa mère, même si c'est ses frères et sœurs. En tout cas, il devait le dire de manière publique, mais ensuite on apprend par la suite qu'il va rejoindre sa mère qui est enfermée pendant ce temps-là dans les geôles de la prison, et il va lui dire comme quoi j'ai bien libéré tes enfants, ne t'inquiète pas, ils se sont échappés en cachette sous mon accord, donc tes enfants resteront en vie, par contre toi tu perdras la vie avec Roi. Donc là c'est quand même un moment fort qu'il y a eu, hein. On a eu Heisei, hein, qui a apporté tout simplement ses coronesses comme on dirait devant son peuple, qui a affirmé haut et fort qu'il allait éradiquer tout simplement cette lignée, hein. Il devait le faire parce que s'il ne le faisait pas, il allait être pris comme un roi rigolo et personne, il allait perdre tout simplement son autorité, et par derrière il va l'avoir en discrétion et il lui dit ouais, j'ai libéré tes enfants, t'inquiète pas, ils sont sauvés. Donc là j'ai trouvé une réaction magnifique de Heisei, hein. On voit très clairement que c'est un futur roi et un très bon roi. Enfin, dernier événement, j'ai envie de l'intituler Ryofui, le fameux taquin. Et oui, parce que on apprend également que Ryofui d'ailleurs est toujours libre. Ça, j'ai pas compris, hein. Ryofui, il sait que c'est lui qui a été derrière cette insurrection. Tout le monde le sait, hein. Mais il reste quand même libre et il se balade tranquillement dans le château. Bon, alors certes, il est escorté par
par des soldats, mais quand même Ryofui le laisse un peu trop de marge je trouve, donc je sais pas pourquoi il lui laisse autant de marge que ça. C'est assez dangereux de laisser Ryofui marcher comme ça dans l'enceinte du château, pour même si il est escorté. Donc ça j'ai pas très bien compris pourquoi Heisei il faisait ce genre de choses, mais en tout cas on apprend également que Ryofui serait peut-être le père légitime de Heisei. Pour l'interrogation, puisque tu as quand même Ryofui qui commence à blaguer, qui dit ouais c'est bizarre, depuis que j'ai rencontré la reine mère, hein, qui n'est d'autre que la mère de Heisei, 9 mois plus tard Heisei est né. Donc il s'est posé la question si Heisei n'était pas véritablement son fils. Bon après très vite il le dit sous le ton de l'humour, mais je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas si Heisei est le fils de Ryofui, waouh, sacrée famille hein, la belle-mère, Ryofui, Heisei, excellente et sacrée famille. Mais en tout cas a priori c'était une blague, c'est ce que j'ai compris à la fin du manga, c'était une blague, mais une blague un peu moyen. On sait pas si c'est vraiment une blague à 100% ou... En tout cas Ryofui nous a mis le doute. Donc voilà ce que je voulais revenir sur cet petit événement un peu Ryofui, un peu taquin. Donc on sait pas s'il a une idée derrière la tête, mais en tout cas c'est maintenant acté, c'est Heisei qui est le boss, le roi, et Ryofui qui a totalement perdu sur tous les tableaux. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 40 de Kingdom, un tome avec pas mal d'événements assez explosifs hein, qui sonnent la fin de la guerre géopolitique entre le clan Ryofui et le clan Heisei. Juste magnifique hein. Si je devais noter sur 5 étoiles, j'aurais mis 5 sur 5, ça il n'y a rien à dire, toujours aussi beau, toujours aussi bien dessiné. La géopolitique hein, qui est assez compliquée à retranscrire notamment en manga, est parfaitement bien maîtrisée, il n'y a rien à dire hein. Vous aussi dites-moi dans les commentaires si vous avez lu le tome 40, qu'est-ce que vous en avez pensé hein, de cette fameuse fin de guerre de géopolitique. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixos.